sommes tous heureux d'être là. Nous allons pouvoir commencer. Je suis heureuse ce matin et émue également. Et ce, à plus d'un titre, de présider cette importante cérémonie de lancement du livre du docteur Adiba, intitulé Illusion frégéenne, logique, langage et pensée. Adi, je tiens à te remercier à immo pecto, du fond du cœur, de m'avoir choisi pour me confier la présidence de notre présente rencontre. C'est une charge et un honneur que j'ai accepté avec bonheur pour plusieurs raisons. C'est un réseau de relations qui me lie à l'auteur que nous célébrons ce matin et dont nous portons le nouvel ouvrage sur les fonds baptismaux. Relation de professeur à étudiant. La première fois que j'ai vu Adi, je me suis dit, tiens, c'est un étudiant à part. Et je ne me suis pas trompée. Relation de collègues, animée de la même foi en l'enseignement et de la même passion pour la quête du savoir et de l'excellence. Nous partageons, pour ainsi dire, la même inquiétude au sens étymologique du terme, c'est-à-dire cette absence de repos qui nous caractérise, nous autres philosophes. Nous partageons également une de mes deux casquettes, celle de logiciel et de spécialiste de logique mathématique et d'histoire de la logique. Aussi suis-je très heureuse de voir en l'ouvrage que nous fêtons ce matin, et conformément à ta demande, de voir dans cet ouvrage une postérité, un écho de mes enseignements, de mes recherches sur le philosophe allemand, logicien, mathématicien Friedrich Ludwig Gottlob Frege, qui a vécu de 1848 à 1925, qui est l'un des pères de la logique mathématique contemporaine et qui est un pionnier du calcul des prédicats. Dr Adiba m'a effectivement demandé de souligner qu'il inscrit son ouvrage dans la continuité du mien. Et je tiens à t'en remercier. En effet, l'équipe des presses universitaires s'en souvient. Il y a de cela exactement 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Il y a de cela exactement 20 ans, en 2004, les presses universitaires de Dakar, comme elles le font de nouveau aujourd'hui, publiaient mon ouvrage sur Frege, intitulé « Qu'est-ce que penser ? Introduction à la pensée de Gottlob Frege ». Je voudrais également ajouter une autre relation qui me lie au docteur Adiba. Ce sont les liens de parenté. Adiba est mon cousin du côté maternel. Et pourtant, son éducation, sa courtoisie, son sens de l'élégance lui interdisent de me tutoyer ou de m'appeler autrement que professeur ou madame le recteur. Je voudrais le remercier aussi pour tout cela. Pour conclure ce propos introductif, je voudrais anticiper et répondre à une question que vous devez vous poser. À quoi tient l'actualité de la pensée de Frege? Pourquoi, 20 ans plus tard, nous parlons à l'université Cheikh Anta Diop, nous parlons encore de Frege?
Je crois que c'est encore l'illustration de ce que je dis souvent. La pensée des grands auteurs rajeunit avec le temps. Elle gagne en sens, en vigueur, en profondeur et en fécondité. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut revisiter, comme le fait Dr Adiba, la philosophie analytique, les questions liées à la logique, au langage, à la pensée et aux sciences cognitives. Jusqu'ici, l'homme se définissait confortablement comme le seul être doté de conscience, de langage et de pensée. Mais aujourd'hui, en ces périodes troubles, post-pandémie, qui ont vu chanceler l'idée de la supériorité de l'espèce humaine, à l'heure où l'intelligence artificielle révolutionne tous les domaines, l'idée que la conscience, la pensée et le langage sont des spécificités humaines grâce auxquelles l'homme peut conquérir l'univers, cette idée-là, disais-je, n'est plus une évidence. Au moment où l'homme s'interroge sur la capacité des machines à penser, non seulement plus vite que lui, mais également mieux que lui, et s'interroge aussi et surtout sur la capacité des machines à apprendre toujours plus loin et plus vite, la question des rapports entre la pensée, le langage et la logique demeure au premier plan. L'enjeu véritable désormais, c'est le devenir même de l'humain. C'est l'avenir, voire la survie de l'espèce humaine. Chers Adi, distingués invités, permettez-moi de formuler des prières pour clore ce petit mot introductif. Plaise à Dieu que ce bel ouvrage de très haute qualité à tout point de vue, et je tiens à vous réitérer mes félicitations. La forme est à la hauteur du fond, et je tiens encore une fois à vous en féliciter. Plaise à Dieu que cet ouvrage soit couronné de succès et de baraka, et qu'il ait beaucoup de suite, et que dans 20 ans, un de vos étudiants vous dise qu'il a inscrit son ouvrage dans la continuité du tien. Je vous souhaite le bonheur que j'éprouve ce matin. Merci infiniment. C'est à toi que je dois donner la parole d'abord pour présenter le livre avant de donner à monsieur l'assesseur. Merci bien. Docteur Ba, vous avez là. Merci, Madame le recteur, non Madame le recteur. Donc, merci Madame le recteur. Si vous le permettez, je vais commencer par quelques remerciements, par quelques mots de remerciement qui, je le crains, pourraient être longs. Donc, je voulais vous remercier, Madame le recteur, d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Je pense que vous avez rappelé certaines des choses que partagent beaucoup de personnes. Ce livre a été préfacé par le professeur Souleymane Bachir Diagne et beaucoup de personnes savent ce qu'ils ont dit avec le professeur Souleymane Bachir Diagne. Ce que ces personnes ne savent généralement pas, c'est que les mêmes liens exactement dit. Comme le professeur Souleymane Bachir Diagne, vous avez été mon professeur, vous avez été mon mentor. Je me souviens que lors de notre première année à l'université, vous m'avez reçu plusieurs fois à la maison chez vous. Et nous avons discuté, vous m'avez donné des conseils et j'ai essayé autant que possible d'appliquer ces conseils-là. Et ça, je pense que c'est l'une des choses qui m'a vraiment marqué
de ma première année même à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et vous avez été mon professeur en première année à l'Université de Dakar. Je pense que quasiment la plupart des gens qui sont assis ici ont été aux étudiants. Et la plupart des gens qui sont assis ici, indépendamment des relations personnelles qu'on peut avoir, reconnaissent la rigueur qui est la vôtre, qui a été la vôtre dans l'enseignement, quelle que soit la matière que vous avez enseignée. En première année, je pense que c'était l'épistémologie, en deuxième année, c'était la philosophie générale, en licence, vous m'avez eu en logique. Donc moi, j'ai eu chaque année, quand j'ai été à l'université, et à chaque fois, une des choses que nous avons tous admirées, c'est votre rigueur dans ce travail. Et je tenais également à ce que vous soyez là, parce que ce livre, en fait, est le prolongement, et j'espère qu'il en est dit, du travail que vous avez fait. Parce que c'est votre enseignement en logique. C'est aussi le livre que vous avez écrit. Quand vous l'écriviez, je n'étais pas là, mais Oumar Dia, qui est ici, me l'avait envoyé. Alors, à l'époque, j'étais en France, Oumar Dia me l'avait envoyé, je l'avais lu à l'époque. Et je trouve que le livre que j'écris aujourd'hui, d'une certaine manière, prolonge le travail que vous aviez initié dans ce livre-là. Et je pense que c'est important de voir de rendre hommage aux influences qui ont été les nôtres. Et sur le plan scientifique, je pense que vous êtes une inspiration pour tous ceux qui sont passés par le département de philosophie et qui sont passés en Europe. Une chose sur laquelle aussi, pour laquelle j'aimerais vous remercier vraiment, c'est votre travail en tant que recteur. Au moment où vous étiez recteur, j'étais syndicaliste. Omar et moi, nous étions au Sud-Est et nous étions aux premières loges pour savoir que vous preniez une université qui était dans un état, je ne dirais pas calamiteux, mais assez intéressant. Donc, quand vous avez pris les rênes de cette université, elle était dans une situation très délicate, pour être très éphémère. Et elle était en proie à d'intenses déchirements. Et vous avez subi les pires attaques possibles. Donc, des personnes vous ont attaqué tous les jours pour vous déstabiliser. Vous vous êtes toujours mise au-dessus de la mêlée. Vous avez résisté à toutes les pressions, d'où qu'elles venaient, et vous avez essayé à chaque fois de respecter l'orthodoxie administrative la plus stricte. Ce qui est totalement logique, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend du tout, sachant la manière dont vous enseignez. Nous n'avions aucune crainte. Nous savions que gériez l'université avec la plus profonde intégrité. Vous l'avez fait. Vous avez résisté à des attaques qui auraient fait céder beaucoup de personnes. Et il me semble que une chose qui a été admirable dans votre tenue comme recteur, c'est qu'au moment où vous partiez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais des gens qui la veille encore vous attaquaient ont été obligés de faire un communiqué pour vous féliciter. Et ça, en fait, je pense que c'est le plus grand hommage qu'on pouvait vous faire. Les gens ont passé leur temps à vous attaquer et puis, quand vous partiez, ils ont été obligés, parce que le moment ne pouvait pas être autre, de reconnaître que vous aviez été un recteur ou une rectrice, désolé, d'une très grande valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Et je tenais d'autant plus à le rappeler aujourd'hui qu'il me semble avoir entendu, j'étais en voyage, mais il me semble avoir entendu que certains étaient incapables de trouver plus de 4 femmes compétentes dans ce pays. Donc, je pense que vous pourriez parfaitement être la 5e. Et je peux parfaitement trouver 6, 7, 8, 9, 10. S'ils veulent un gouvernement de 25 personnes, par exemple, femmes, je pense qu'on peut trouver 25 personnes femmes.
plus compétentes que les hommes que nous avons aux affaires. Et ça ne changerait un peu, je pense. Monsieur le doyen de la FASTEF devait présider cette cérémonie. Il n'a pas pu venir, il n'a pas pu se libérer parce qu'il est dans une autre cérémonie et malheureusement celle-là a débordé. Donc, et il a envoyé, et c'est heureux, Mamadou Dramé, qui est l'assesseur de la FASTEF et qui est un ami. Je tiens cependant à rendre hommage au doyen de la FASTEF et à travers lui à toute l'école à laquelle j'appartiens. Le doyen de la FASTEF est quelqu'un qui a une profonde préoccupation pour ce qui concerne l'amélioration du système éducatif sénégalais. Depuis que je suis arrivé à la FASTEF, nous discutons beaucoup et ce que je vois à chaque fois, c'est qu'il a une philosophie qui est que la FASTEF, et à travers la FASTEF, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a l'occasion d'influer sur la République. Parce que la FASTEF forme des enseignants qui forment les citoyens. Et ça, en fait, c'est une préoccupation constante de M. le doyen de la FASTEF. Comment faire pour que la FASTEF forme des enseignants qui formeront les citoyens qu'il faut à la République du Sénégal. Et c'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez M. le doyen de la FASTEF et que j'admire chez mes collègues de la FASTEF. Et certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux sont ici. La plupart de mes collègues de la FASTEF ont ce sens républicain qui fait que le sens de la mission républicaine, où nous formons des enseignants qui vont aller essaimer dans le pays tout entier et qui vont améliorer la République. Si nous réussissons ce que nous faisons, la République en profite. Si nous échouons, la République s'effondre. Donc ça c'est quelque chose de très fort à l'école. Et j'ai vraiment senti ça quand je suis arrivé à la FASTEF. C'est quelque chose que moi-même je partage. Et parmi ces collègues, je me permettrai juste de citer Madame le recteur, M. Mamadou Kabirogano, qui m'a accueilli à la FASTEF et qui a fait pour moi ce que le professeur Souleymane Bachir Diagne, mais également vous-même avez fait pour moi, c'est-à-dire que vous m'avez mentoré. Et lui aussi, il m'a reçu à la FASTEF, il m'a mentoré, il m'a montré les ficelles et il m'a transmis le flambeau du département. Si je suis actuellement chef de département et si j'arrive à le faire, c'est parce qu'il m'a montré l'exemple et qu'il m'a associé dès mon arrivée aux décisions qu'il prenait, aux choses qui se faisaient à l'école. Il m'a montré le budget de l'école, il m'a montré comment ça se faisait, ce qui fait que quand j'ai dû reprendre le flambeau, c'était beaucoup plus facile. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour lequel je tenais à la question. Les collègues qui sont ici ne sont pas seulement de la FASTEF, il y a beaucoup de collègues qui viennent de toutes les écoles de l'université. Et il y a mon grand frère Ben, qui est le directeur de l'EVAD, qui est un grand frère de Rufisque, qui a fait l'école avec mes grands frères et qui fait partie des gens qui ont fait de moi ce que je suis en fait. Il y a Hachi, qui pour moi est l'esprit du département de philosophie tel que nous l'avons connu. Et je suis très honoré qu'il se soit déplacé pour moi pour venir ici aujourd'hui. J'ai tenu à dédier ce livre à mes condisciples qui sont arrivés à la fac en 1996, la promotion 96-97 de l'université du département de philo de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que vous avez eu, vous les connaissez tous. Et je leur ai dédié ce livre parce que pour moi, ce livre est le prolongement de conversations que nous avons eues dans le campus. Nous avons vraiment passé beaucoup de temps à travailler ensemble, à lire ensemble, etc. Et en fait, c'est cette conversation-là qui continue dans ce livre. Par exemple, je cite dans les remerciements Salou Diouf, parce que Salou Diouf a été le premier à me parler d'Austin, à discuter avec moi de Chomsky. Et en fait, Salou Diouf n'a jamais fait de thèse.
mais ma thèse a porté sur des thèmes qui étaient les siens aussi. Et d'une certaine manière, ma thèse est sa thèse. Et je considère que beaucoup de choses que j'ai faites, je les dois à beaucoup de personnes. Les gens avec qui je suis arrivé à la fac, les gens qui m'ont encadré quand j'étais plus jeune, les gens comme vous, qui m'ont pris sous leur aile pour aucune raison autre que leur bonté d'âme et qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc je les remercie vraiment. Et je suis très heureux que Pamoussa soit le directeur des presses universitaires de Dakar, parce qu'il fait partie de cette génération-là. C'est purement. Mais vraiment, j'admire le travail que l'équipe des presses universitaires a fait sur ce manuscrit. Je sais que ce n'est pas fait ça. Mais vraiment, je trouve que c'est super bien fait. C'est pas parce que c'est mon livre que je le dis aussi. Donc, j'ai dédié ce livre également à mes étudiants. C'est pour eux que j'ai décidé de publier ce livre, en fait. Parce que vraiment, je voulais le publier ici, à l'Université de Dakar. Et en fait, Pamoussa le sait, une des préoccupations que j'avais, c'était qu'on essaie de trouver de l'argent pour que le livre ne coûte pas cher, pour que les étudiants puissent l'acheter. Je pense que les thèmes qui sont dans le livre, notamment ce qui vient après, peut les intéresser, est important pour eux. Et en fait, les étudiants de Dakar, pour moi, ont toujours été une source de motivation. Et je dois dire que la promotion que j'ai actuellement au département de philo de la FASTEF est particulièrement remarquable. Et à un moment où vraiment les enfantillages des autorités me désespéraient, je n'avais qu'une envie, c'est de quitter ce système en fait. Quand la promo que j'ai eue était tellement admirable que je n'ai pas, je veux dire, ça m'a redonné en fait envie de travailler avec eux. Ils m'ont vraiment, je pense qu'ils m'ont apporté plus que je ne leur ai apporté. En tout cas, cette promo de cette année-là m'a apporté plus que je ne lui ai apporté. Donc, je vous remercie vraiment, je remercie beaucoup mes étudiants, actuels et anciens. Certains d'entre eux sont ici et je trouve, en fait, je pense que certains de mes étudiants ne vous ont peut-être pas cru parce que vous étiez déjà appelés à d'autres fonctions quand ils étaient là, quand ils arrivaient. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez admirable que les étudiants puissent voir les filiations qu'il y a dans l'université sénégalaise. Donc ça je trouve vraiment, c'est l'une des raisons pour lesquelles je tenais également à ce que vous soyez là. Je vais terminer cette litanie de remerciements par ma famille et mes amis. Mon épouse est ici, vous l'avez dit, et il n'y a pas que mon épouse, les épouses de mes frères sont ici, il y a une partie de ma famille qui est ici. Mais je pense que mes amis également sont ici. Donc, et mes amis, ça s'en mêle en fait. Mes amis, c'est mes condisciples, c'est mes enseignants. C'est des gens que j'ai connus quand j'étais en cure comme adib. Donc, toutes ces personnes-là, c'est des gens comme Ben, qui ont été mes grands frères et qui ont surveillé ce que je faisais quand j'étais enfant. Toutes ces personnes-là, je suis profondément convaincu que sans elles, je n'aurais pas été la personne que je suis. Donc, il y a Alim qui est ici. Donc, sans elle, je ne serais pas la personne que je suis. Et ça, c'est quelque chose dont je suis profondément convaincu. Et je suis très reconnaissant de la contribution que vous avez eue dans ce que je suis. Je ne suis pas vraiment parfait, mais j'aurais été beaucoup plus imparfait sans eux. Et je suis reconnaissant de l'indulgence avec laquelle vous me traitez. Maintenant, la question est de quoi parle le livre. Je pense que la réponse est achetez le livre, lisez-le, vous aurez la réponse. Plus sérieusement,
le livre s'intéresse d'abord au premier moment de la philosophie analytique et au projet qui animait ses promoteurs. Ce que j'essaie de faire, c'est de montrer comment l'échec de l'approfondissement de ce projet va avoir une influence déterminante sur notre époque. Et le professeur, le recteur Diagne Mbengue a parlé de l'intelligence artificielle. En fait, les choses dont je parle à la fin du livre, c'est par exemple ce qui va fonder tout un développement de l'Internet sémantique, etc., etc. Donc, on va y revenir. Gottlob Frege, comme vous le savez, est le père de la logique moderne. Et son point de départ était mathématique. La question qui le préoccupait était de savoir comment assurer la solidité de l'édifice mathématique après la découverte de la possibilité, donc c'est ce que Mme Mbengue ce que le recteur Mbengue a appelé la crise des fondements, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des systèmes mathématiques totalement cohérents, mais contradictoires entre eux, donc opposés. Et si des systèmes mathématiques contradictoires pouvaient être vrais, qu'est-ce qui pouvait fonder la vérité des mathématiques? Ça, c'est une question qui se posait. Et en fait, la solution de Frege, c'était de dire que ce qui fonde les mathématiques, c'est la logique. Donc, il faut s'assurer que les raisonnements que nous utilisons sont totalement irréfutables. Donc ça, c'est le problème, c'est la solution. Maintenant, comment s'assurer que la logique elle-même est irréfutable? Et donc, ça devient un problème. Et l'une des choses sur laquelle Frege est tombé, c'est de dire qu'il faut s'assurer que la logique n'engendre ni contradiction, ni ne laisse rien implicite. Et pour ce faire, il faut veiller sur le langage que l'on utilise. Et en fait, de philosophie des mathématiques, on est passé à la logique, et de la logique, on est passé à il faut s'assurer que le langage lui-même n'est pas contradictoire et n'est pas ambigu. Donc, ce qui peut paraître simple. Donc, et en fait, il retrouve là quelque chose que Leibniz déjà avait, c'est-à-dire se demander comment faire pour que les disputes soient impossibles, pour que la pensée soit un calcul, pour que si on a des contradictions, on puisse les poser et arriver à une conclusion qui soit telle que personne ne peut réfuter la conclusion. Donc la pensée est un calcul, le langage est parfait, on fait les calculs. Donc ça veut dire que si on écrit quelque chose correctement, on arrive à une conclusion, et cette conclusion, tout le monde verra qu'elle est vraie. Donc ça, c'était le but du jeu. Ce que je montre dans ce livre, c'est comment le travail de Frege a abouti à la première philosophie analytique et qui pensait réaliser le rêve leibnizien. Le titre du livre lui-même, Illusion frégéenne, et Habib m'a dit qu'il était bizarre. Donc le titre du livre, Illusion frégéenne, montre que ce rêve, en fait, va s'avérer illusoire. Il s'avérera impossible à réaliser. Et je donne les raisons dans le livre pour lesquelles on se rend compte que ce rêve ne peut pas se réaliser. Et quand on découvre qu'on ne peut pas réaliser ce rêve, il se passe une chose qui est que on a deux philosophes, deux types de philosophes. On a les philosophes du langage ordinaire qui disent, en fait, ça c'est la preuve que le langage n'est pas réductible à la logique. Et donc, il faut s'intéresser aux usages familiers du langage. Une seconde voie est celle qui dira que, en fait, si on n'a pas pu le faire, c'est pas parce que c'est pas en principe impossible, c'est parce que on n'a pas bien fait ça. Et en fait, ils vont utiliser d'autres théories mathématiques, les lambda calculs, la théorie des quantificateurs généralisés, pour essayer de mieux réaliser le projet frégéen. Donc ça, en fait, c'est ce que fait quelqu'un comme Richard Montagu, ce que font des gens comme David Lewis, etc., etc. Dans ce livre, donc la seconde partie du livre, je considère comme un prolongement de votre livre
de 2004, montre en fait comment ces philosophes, ces mathématiciens philosophes-là ont essayé d'appliquer certaines théories mathématiques qui n'existaient pas du temps de Frege, bien sûr, pour formaliser le langage. Ce faisant, par exemple, ils vont créer ce qu'on appelle la sémantique formelle. C'est des choses qui sont utilisées, par exemple, en informatique, dans le traitement automatique des langues naturelles. Dans beaucoup de domaines maintenant, ces travaux-là sont utilisés en linguistique. J'ai lu ici le professeur Bakedian, en linguistique, ces choses-là également sont utilisées. C'est pour ça qu'il me semble que ce livre est intéressant pour les philosophes, il est également intéressant pour les informaticiens, et il est intéressant, il me semble, pour les linguistes qui s'intéressent au fondement de leur discipline. Je vous remercie encore une fois, Madame le recteur, d'avoir accepté de présider cette cérémonie. Et je prends très au sérieux la prière que vous avez confirmée. J'espère qu'elle se réalisera. Et je prie en retour que vous restiez devant nous pour très longtemps et que vous continuiez à nous inspirer. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment à Débat. Merci pour les propos que vous avez tenus, ce que vous avez dit. On travaille ici, on travaille dans d'autres fonctions. Et je voudrais partager tout ce que vous avez dit avec mon époux ici présent, M. Dain, le directeur, le président de l'APAS, de l'Association pour l'aide scolaire, qui est toujours à mes côtés. Il a été à Thiès, il est depuis longtemps. Et je prie que lui aussi reste devant nous et continue de nous accompagner. Que Dieu le rétribue pour cela. Je voudrais donner la parole à M. l'assesseur, vous remercier d'avoir pu remplacer le doyen empêché à la dernière minute. Donc, vous priez aussi de transmettre mes remerciements au doyen, qui est un ami mathématicien. Et je rappelle toujours que la première conférence que j'ai faite en public, c'était sur l'invitation des mathématiciens. Monsieur l'assesseur, vous avez... Merci beaucoup, Madame la rectrice. Surtout celle de ma génération qui a eu l'occasion de pouvoir la suivre dans les conférences, donc je suis un peu son parcours. Madame la rectrice, merci beaucoup. C'est aussi l'occasion pour moi de magnifier ici, et ça c'est très important, le travail titanesque qui est abattu au sein du département. Le département de philosophie qui est managé en ce moment par le professeur Khalifa, après le professeur Ganou, donc un des départements qui sont les plus prolifiques en matière de production de savoir, mais également les plus dynamiques en matière d'organisation de manifestations scientifiques. Après mon département, bien sûr. Donc c'est vraiment un des départements phares, un des départements modèles avec un personnel qui est réduit, mais qui fait un travail qui est gigantesque. Si on compare le nombre de personnes qu'il y a et le volume de travail, on se demande s'il ne se multiplie pas par 4 pour pouvoir le faire. Et tout cela grâce à l'abnégation, grâce à l'engagement du professeur Khalifa, mais également de l'ensemble des membres du département donc, qui s'activent jour et nuit donc, pour que nous puissions avoir un département de qualité. Parce que nous avons compris que la philosophie, en tant que mère des sciences, je crois que c'est comme ça qu'on dit, est une discipline essentielle si on veut avoir donc, des personnes de qualité un peu plus tard. Je voulais remercier également le professeur Khalifa. Je serais venu, même si le doyen ne m'avait pas dépêché, mais je me serais mis de l'autre côté. Mais c'est l'occasion pour moi de le remercier pour plusieurs choses. Le remercier pour son sérieux, pour sa générosité. Donc le remercier également parce que je le sais, et je le connais très bien, c'est une personne que je fréquente, comme étant une personne qui est honnête, qui est généreuse et qui est disponible et surtout très compétente. Je crois qu'on peut tout reprocher à Adiba sauf sa compétence et sa connaissance des choses sur lesquelles il s'engage. Mais également sa disponibilité, sa générosité, sa patience. Et
je pense que et surtout son esprit de contribution, donc pour ce qui concerne l'ensemble de la faculté. Chaque fois, il est dans une posture de contribution pour permettre d'améliorer les choses. Et ça, je voulais publiquement le dire et le remercier au nom de M. le doyen pour tout ce que vous faites. On doit le remercier également pour sa générosité, son élégance et son éloquence. Son élégance dans le comportement, son élégance dans la courtoisie, dans le savoir-faire, le savoir se comporter avec les gens, les relations qu'il entretient avec les personnes. Et ce n'est pas un secret si je vous dis que parmi les personnels de la FASTEF, celui qui est présent à toutes les cérémonies, que ce soit des cérémonies joyeuses ou des cérémonies donc, qui sont moins gaies, celui qui c'est Maria et autres, donc tous ceux-là qui ont contribué. Parce que ce livre, cette production-là, ce sont aussi, je pense, des discussions qui se tiennent au restaurant, pendant le sport et au cours desquelles, parce que vous êtes humble, parce que vous êtes très généreux, vous acceptez et vous continuez à prolonger la réflexion. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut véritablement souligner. Merci encore une fois à tout le monde et comme vous n'étiez pas venu pour m'écouter, je vais rendre la parole très rapidement avant qu'on me l'arrache. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame le Docteur, cher professeur. J'aurais pu ne pas prendre la parole parce que depuis le début de cette semaine, je suis ici. Je suis peut-être arrivé à un moment de saturation, mais pour cette fin de matinée, je ne peux pas m'empêcher de m'exprimer. Donc, ce sera peut-être des mots de remerciement qui auraient pu être des mots de bienvenue tout à l'heure, mais j'ai tenu à ce que vous puissiez dire les premiers mots pour plusieurs raisons. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par dire que c'est avec un grand plaisir que je vous reçois cette fin de matinée ici. Et c'est un plaisir, et ce plaisir est décuplé pour plusieurs raisons. La première, outre le fait de promouvoir les publications scientifiques, il y a un autre fait important, c'est que le produit dont il est question en cette fin de matinée a été proposé par un condisciple et ami, Adi. Je vais revenir tout à l'heure sur Adi et sur nos amis et condisciples qui sont ici. L'autre fait, et cela vous concerne, Madame le Docteur, cher professeur. Vous savez, après mon parcours au département de philosophie, j'ai fait comme Adi, je me suis enfui. Les courageux sont là, c'est Oumarga, Fanta et sous les sirènes, beaucoup d'inspecteurs qui se cachent derrière là-bas, tous de très brillants étudiants. J'étais toujours derrière eux, ils étaient beaucoup plus, on va dire, brillants que moi. Alors, donc, cher professeur, je nous présente un peu comme un résultat d'un travail de sédimentation. Cela veut dire que les enseignements des différents professeurs qui intervenaient à l'époque m'ont tous marqué, il faut le dire. Je dois avouer qu'il y en a deux particulièrement qui ont laissé des traces indélébiles en moi. Bon, je sais, nous avons une star, un bijou à l'université Cheikh Anta Diop, c'est le professeur Souleymane Bachir. Mais ce n'est pas le professeur qui m'a le plus marqué. Ils sont deux en réalité. C'est le professeur Mamoud Sediaye et vous, Madame le chef professeur. Alors, Adi, en citant tout à l'heure le cours de l'époque, a omis un cours d'une importance capitale pour moi parce que ça va fonctionner par la suite. C'est le cours d'idées de création. L'idée de création. Je pense que ce cours, par la suite, a façonné ma vision, on va dire, de l'être humain et surtout ma vision de Dieu. Et comme je fais partie de ces étudiants qui ont débarqué à l'époque au département pour découvrir Dieu, je n'ai pas perdu de temps. Je pense que très rapidement, j'ai réglé cette question avec ce cours.
je tenais à vous en remercier, à vous dire merci pour cet enseignement-là qui m'a marqué à jamais. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de mes condécis, a produit un texte très important. Alors, un texte très important et riche, avec un contenu sur lequel je cliquais souvent. C'est ce qui explique d'ailleurs, je vais vous avouer, la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi en licence en logique, épistémologie, histoire des sciences. Alors, j'apprécie particulièrement le cours d'histoire des sciences et de l'épistémologie, mais certainement comme moi, et comme Fanta, et comme sous les séries Bokoum, Fanta peut-être a poursuivi une autre voie, mais pour les autres, j'ai apprécié le cours du langage, le prédicament. Quand il a fait le passé au calcul, là, tout de suite, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est trop pour moi. Je pense que je vais laisser Adi et les autres poursuivre, moi je vais faire autre chose. Et c'est par la suite que je me suis engagé dans la philosophie moderne et contemporaine, que je n'ai pas regretté. Et je partage d'ailleurs les problématiques de recherche avec Oumar, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, avec la philosophie de Hegel. Alors donc, ce sont des mots de remerciement, je ne veux pas aller trop loin. Je tenais quand même à dire cela. Je terminerai juste pour partir que, heureusement que vous l'avez fait, depuis 3 jours, j'entends des remerciements à mon endroit en tant que directeur de presse universitaire. C'est très gentil, mais en réalité, j'estime que je ne fais que mon devoir, c'est-à-dire aider nos collègues à faire connaître les résultats de leurs travaux de recherche. Et si vous voulez, ce travail, je ne le fais pas seul. À chaque séance, je suis tenté de présenter mon équipe pour dire que j'ai une formidable équipe, parce que c'est cette équipe qui fait pratiquement tout le travail. Alors pour ceux qui n'ont pas encore visité les presses universitaires, j'espère qu'à Ali, qui était en voyage, tu ne pouvais pas passer le voir. Quand tu reviendras, tu verras chacune à son poste, et tu verras que de la réception du manuscrit jusqu'à sa diffusion, sa distribution, il y a une personne derrière qui fait un travail formidable. Je ne saurais terminer sans remercier encore le directeur de la bibliothèque universitaire qui nous a accueillis dans cet espace. Alors je le disais tout à l'heure à Bado, notre grand frère Bado, en rigolant, la bibliothèque universitaire, ce n'est pas seulement un endroit où en classe on organise des documents qu'on met à la disposition du public, c'est aussi un troisième lieu, c'est un lieu de rencontre, d'échange sur les idées, sur les productions, etc. etc. Voilà, madame le recteur, cher professeur, ce que je tenais à dire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de prendre la parole, mais puisque vous êtes dit je ne peux pas prendre la parole. À l'entendre de mes propos, je voudrais d'abord adresser les salutations les plus respectueuses à Madame le recteur, Madame Meng. Madame, vous avez de quoi être fière. Je ne parle pas des postes que vous avez eus, ou des postes que vous avez eu à occuper, où vous avez plié par votre compétence, par vos qualités morales, chose de plus en plus rare sous nos yeux, par votre rigueur, mais vous avez de quoi être fier aujourd'hui, parce que rien qu'une seule promotion, vous avez eu à former Adiba, vous avez eu à former Pamsa, vous avez eu à former Amarja, vous avez eu à former Soulé beaucoup et tant d'autres. Vraiment, nous sommes honorés
Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, on vous le doit. Si aujourd'hui, puisque c'est indiqué à l'honneur, on parle de sa rigueur dans le travail, de ses qualités intellectuelles, parce que justement, ceux qui l'ont formé, et tous ceux qui l'ont formé, et particulièrement vous y êtes pour quelque chose. Hein? On n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on dit. Vous avez fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui, donc merci au nom de toute la cour, Omar et beaucoup de tous les autres. Je parle en vous Zamba. Donc ce sont des remerciements de toute une, mais également, en ce qui me concerne, vous êtes une référence pour moi en tant qu'une dame. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il est très difficile d'être une dame, de faire des études supérieures, mais également d'occuper des postes de responsabilité. Et c'est ce que vous avez toujours réussi. Je suis témoin, je l'ai vécu avec vous, j'ai vu le travail énorme que vous avez abattu à l'Université de Thiès en tant que recteur. Et c'est pour cette raison que je puis vous dire aujourd'hui que ma vie pleure. Vous nous manquez, madame le recteur. Votre rigueur nous manque. Et là, vraiment, je tenais à le dire. En ce qui concerne Adi, on s'est connus il y a juste 28 ans. Nous commençons à être très vieux. Adi, ce n'est pas la peine de faire si, mais voilà, tout va m'empêcher de me prononcer aujourd'hui. On s'est connus il y a 28 ans. Et c'était au département de philosophie où nous étions en première année. On venait de débarquer, apprenant quelque chose, une discipline qu'on avait embrassée pour la première fois en terminale, sans être sûr, en tout cas en ce qui me concerne, de m'en sortir. Comme ça a dit qu'il faisait partie, etc. tout à l'heure en toute modestie, mais j'avoue que cette promo était une promotion très brillante. La preuve aujourd'hui, ils sont partout et ils exercent dans tous les domaines et où quand j'ai rencontré, c'était d'abord Omar que j'ai connu la première fois, on s'est rencontrés à la rue du bus. Le lendemain de la rentrée, c'est lui qui m'a présenté plus tard à Liba et ensuite l'autre qui est de l'autre côté, M. Messire Bobo et tout autre, et parmi ça et l'autre par la suite. Et depuis lors, on s'est liés d'amitié. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'était le niveau de mes condisciples alors. Ali, qui avait gagné un prix au concours général de philosophie, Omar, qui avait un parcours exceptionnel, Souleymane Bobo, qui écrivait de magnifiques poèmes à l'époque, et moi je me suis dit, mais Fanta, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce département avec des condisciples pareils? Je me disais que c'était fini et que je n'avais pas ma place. Mais non, voilà, ils m'ont fait croire par le soutien, par leur amitié, que j'avais vraiment ma place dans ce département et on a cheminé ensemble. Et depuis lors, ça fait 28 ans et rien n'a changé. Malgré les positions que les uns et les autres occupent aujourd'hui, malgré le succès des uns et des autres, malgré les épreuves de la vie, on a su rester soudés. Et je sais que ce trio, pour ne citer que ces gens-là, je sais qu'à chaque fois que le besoin se fait sentir, je sais que je bénéficierai de leur soutien. Et Adi m'en a toujours témoigné. Il y a encore quelques mois, j'étais malade, mais les médicaments n'existaient pas à Dakar, mais à chaque fois qu'il partait en France, parfois même sans que je lui demande, ils m'ont porté ces médicaments. Adi, on a dit,
M. Dramé a trouvé que vous étiez général. Ça, je le sais. Le général doit vous savoir déjà quand vous étiez étudiant. Vous n'hésitez pas à partager vos lectures, vous n'hésitez pas à partager ce que vous avez compris mieux que les autres. Aujourd'hui, donc, c'est dans l'ordre général, normal des choses que vous soyez cet enseignant que vous êtes devenu. Et donc, ce livre que vous nous avez dédié, nous, la promo 96-97, et là, ça me rend vieille, mais parce que me dire que j'ai eu mon bac le siècle dernier, quand même, c'est effrayant. Mais merci encore, en tout cas. Merci au nom de toute notre promo, au nom de Paoussa, qui est déjà là, qui l'a déjà fait, au nom de Omar, au nom de Soumis Légo, à mon nom et au nom de toute cette promo, ceux qui sont ici et d'ailleurs, merci à lui, que ça soit le premier livre d'une longue série d'autres ouvrages, tous aussi bien écrits que celui-ci. Merci. Merci beaucoup, Lee. Bonjour, Madame le Directeur, que j'ai connu il y a quelques années à Thiès, quand je venais en tant que superviseur du bac. Nous avions reçu accueilli et que j'ai rencontré récemment dans une grande salle du Palais de la République. On a beaucoup discuté d'archivistique, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Et M. Samba, qui est mon collègue, un jeune frère, avec qui je suis depuis un moment, que je félicite d'avoir eu cette initiative d'organiser cette semaine des Feux universitaires de Dakar. L'année dernière, on était là encore en train de discuter. Et je peux dire sans tromper que cette activité s'est inscrite dans les agendas culturels et scientifiques de l'université et nous l'encourageons vivement. M. Dramé, que j'ai découvert récemment à l'UFIS, j'ai un genre littéraire. Donc, je vous salue. Je viens par Ali. Ali que j'ai connu il y a très longtemps au lycée, qui, comme il l'a dit, est un jeune frère que j'ai connu au lycée à l'époque où on nous appelait à tort des génies en herbe. Mais je l'ai découvert plus tard, comme brave de bibliothèque, parce que j'étais bibliothécaire au Centre culturel français de Dakar, et c'est là où effectivement j'ai connu par Moussa Samba. Donc moi je suis venu tout simplement l'encourager, le féliciter pour son livre, que je viens d'acheter, que je ne suis pas sûr de pouvoir lire, ou tout au moins de pouvoir comprendre. Parce que je vois les X, les Y, c'est des choses qui me répugnent, moi c'est pas trop mon truc. Donc depuis ce temps, moi aussi j'ai commencé à réfléchir en dire que c'est pas nécessaire de se dire comme ça au travail. Parce que même quand je suis plus là, je peux faire le travail en place. Mais malgré tout, je continue de le voir en train de faire tout ce travail. Et le taux de puissance, c'est énorme. J'en parle également parce que, avec mon jeune frère Diap, quand je suis arrivé à la tête de l'EVAC, je suis venu, j'ai trouvé une situation aussi compliquée. C'était très difficile et tout. Et j'ai commencé également à me battre pour faire avancer les choses. On n'était pas du même syndicat. Et ils ont eu la gentillesse de venir me voir et de prendre le combat que je menais à bras le corps pour que finalement, avec l'aide de mon syndicat et de d'autres personnes également, que ça puisse conclure. Donc vous avez également grandement contribué à ce que les lois d'aujourd'hui. Et je voudrais pour tout ça vous remercier et vous féliciter en espérant pouvoir vous comprendre. Merci beaucoup. J'ai toujours peur de prendre la parole devant les philosophes parce que les mots ont une charge qui peut être différente par rapport à moi. La géographie. Donc, je tiens d'abord à féliciter mon frère Ali, mais aussi à le remercier parce que cette occasion montre personnellement deux encouragements. L'une en tant que femme, l'autre en tant que géographe. Je vais commencer par la première. Le fait de voir Mme Ndiaye, Mme Mohamed Ndiaye, m'a beaucoup. Parce que c'est une dame que j'admire, je ne la connais pas, mais que j'admire beaucoup. Et que nous, en tant que femmes universitaires, elle constitue
pour nous dire que c'est possible. Le fait de nous dire que c'est possible est un encouragement de tous les jours, madame, monsieur, dans nos vies. Et merci à lui de m'avoir offert cette occasion. Donc la deuxième chose en tant que géographe, le livre que je viens de voir, quand je regarde tout à l'heure, j'ai eu peur, parce que je me dis voilà, il va, comme tous les géographes, j'ai l'impression quand j'ai ouvert le livre de Thiago, qu'il va nous faire passer des nuits blanches pour comprendre les choses. Mais en tant que géographe, c'est un autre encouragement parce qu'à partir de 1950, la géographie a connu une quantification avec ce qu'on appelle la nouvelle géographie et la formalisation de l'espace. Et je me suis dit que cet ouvrage constitue en fait un substrat qui montre à suffisance le décloisonnement disciplinaire dans lequel on est actuellement. Et qu'en fait, toutes les sciences sont obligées de s'ouvrir pour pouvoir appréhender leur objet. Et la philosophie, je pense qu'elle est à la base de tout ça et qui nous permet, en fait, nous, en tant que géographes, on a beaucoup pompé entre guillemets à la philosophie. Et ça nous permet, ça nous encourage à explorer ces voies de formalisation de l'espace qui a été initiée avec beaucoup de géographes, des économistes cristallins, dans la localisation des activités économiques. À la base, il y avait ces mathématiques. Donc, merci à lui de nous avoir offert cette autre occasion. J'en profite aussi pour te remercier, nous, tes collègues du département de géographie et d'histoire de géographie, pour ta courtoisie. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les qualités pour qui ont été dites, mais nous te disons merci. Parce que c'est bon d'avoir un bon voisin. ça te met en paix et ça t'apporte beaucoup de choses. Donc, un bon voisin, il faut toujours le solliciter. Bon, par rapport à notre objet, l'enseignement, on a eu à discuter de beaucoup de choses, en dehors des savoirs endogènes, sur l'enseignement de la philosophie et l'apport que ça pouvait avoir dans la construction cognitive de nos apprenants. Et j'ai dit qu'on ne devrait pas enseigner la philosophie en terminale seulement. On devrait l'introduire beaucoup plus tôt, en partant de façon éducative sur nos pratiques. Parce que quand j'ai lu les tests stoïciens de Marc Aurèle et Epictète, je me suis dit qu'il y avait une profonde convergence entre nos chefs, les textes de nos guides religieux. Donc, il serait bon de connecter un peu ces textes qui nous paraissent lointains à ce que nous vivons, ce qu'on nous enseigne dans nos sociétés. Et ce serait bien quand même que très tôt, que nos apprenants puissent avoir cette lecture des choses. Parce que je demeure profondément convaincu que la philosophie est une discipline qui aide à structurer vraiment le cerveau. Et là, je raconte une anecdote. Il y a mon nom, à chaque fois, quand tu lui dis que quelqu'un a fait quelque chose de bizarre, il dit non, c'est normal, il n'a pas fait la philo. Donc, voilà, pour montrer l'importance de la philosophie dans l'opération des réels. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais être très bref. Je m'associe en tout cas au remerciement. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos anciens professeurs. Au cas aussi pour madame le professeur, madame Blanc. Donc on a cité tous nos professeurs qui nous ont formés. Pablo, M. Mandia, etc. J'en passe. Félicitations aussi à Ali, qui est un frère, un ami et un formateur. Et je voudrais lui poser cette question. Un collègue, je suis un enseignant de philosophie dans le lycée, j'ai été formé par Ali. Un collègue m'a dit que par rapport aux réformes qui sont envisagées, ou qui éventuellement peuvent être envisagées, on craint que la philosophie soit dévalorisée, ou même dévaluée. Je vais utiliser ce terme parce que ça me fait peur. Donc, ce que j'ai entendu. Et quand on regarde ce livre-là, même si je ne l'ai pas encore lu, le livre montre l'importance de la philosophie en général dans la vie, mais en particulier l'importance de la logique, n'est-ce pas, dans nos comportements, dans nos rapports sociaux, etc., etc. Et si on craint que la philosophie soit dévalorisée parce que tout simplement on dit derrière les couloirs que si les résultats sont catastrophiques, c'est à cause de la philosophie. Alors que là, c'est une vie sans philosophie, comme Socrate, comme dirait Socrate, vraiment c'est une vie donc absurde en quelque sorte. Donc, est-ce que vous pouvez dissiper donc cette crainte à vous qui êtes formateur de ce qui forme les citoyens et les hommes? Je vous remercie.
Bon, je prends la parole sous le gueule de mon chef. En fait, il me pousse à briser mon silence initiatoire pour proposer quelque chose dont je ne connais pas la nature. Alors, donc je remercie Adi, que j'ai qualifié de cartotier parce que quand le livre est sorti, en fait, je pense qu'à la plupart d'entre nous, on pas moi, mais en bon chef, il ne nous informe pas, il nous met devant le fait accompli et on le suit. Bon, il est comme l'ancien chef aussi, il me donne le bigel, donc de prendre la parole, pour le remercier, Mme Paye, qui, je pense que les témoignages sont unanimes. Nous avons été des étudiants, comme Moussa Samba, des Koumaria, beaucoup qui a poussé, je ne le vois plus. Mais en tout cas, je prends la parole juste pour dire notre fierté. Notre fierté d'avoir assisté à cette cérémonie de dédicace, qui est une consécration de ce que Ali a pu faire depuis de nombreuses années dans ce domaine-là. Et notre fierté aussi de pouvoir faire ce témoignage-là aujourd'hui sur les enseignements que nous avons reçus, les enseignements de qualité que nous avons reçus quand nous étions au département de philosophie, des enseignements qui nous ont formatés, qui nous ont guidés, qui nous ont servi de lampe d'orientation, de phare. Et ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir, disons, accomplir une partie du chemin que nos maîtres nous ont indiqué. Et je pense que le mieux que nous puissions faire aujourd'hui pour rendre hommage à nos maîtres, c'est ce que Ali vient de faire et c'est ce que d'autres aussi font tous les jours. Je pense à Omar, je pense à d'autres collègues qui sont dans l'enseignement, qui sont dans la publication, qui sont dans la recherche. Et nous avons de bons exemples. Et si nous devions, c'est parce que nous n'avons pas été fidèles, mais notre fidélité nous impose de suivre le chemin qui a été tracé, la voie qui a été tracée par Mme May, M. Diagne, les deux M. Diagne du département, Feu Semouba Tegei. Vraiment, nous avons eu de grands maîtres et le moins qu'on puisse faire pour leur rendre honneur et leur rendre hommage, c'est de faire ce qu'Ali vient de faire et de suivre ce chemin-là. Donc je ne vais pas être long, je remercie tout le monde, nos étudiants sont là. Je remercie aussi pour leur présence et aussi pour leur amour pour cette discipline et pour l'enseignement. Donc Ali, encore merci Mme Veil, merci Michel Assesseur, et donc M. Gallo, notre charge de vous transmettre ces mots-là. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Jean-Claude Béry, je suis élève professeur à la classe au département de philosophie. Donc je suis un étudiant de M. Aliba. Mes camarades de promo m'ont confié la double tâche de témoigner sur M. Aliba. Ce que je vais dire, en fait, chacun de mes camarades qui sont là pourrait le dire tout simplement. Et ça va dans le sens de ce qui a été dit. M. Ba, c'est quelqu'un de très humain, de très bienveillant, de très empathique. Un enseignant très proche de ses étudiants, qui a le souci à chaque fois de prendre des nouvelles pour ce qui s'attend, qui est très disponible. Et quand il dit ce livre qu'il a fait pour ses étudiants, c'est vrai. M. Ba a toujours le souci d'expliquer, d'éclairer, d'approfondir et de nous faire comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Donc merci encore une fois, mais ce témoignage va aussi à l'endroit de tous nos formateurs, M. Kay qui vient de parler tout à l'heure, M. Gallo, M. Sam aussi. Merci beaucoup et merci pour la belle dédicace. Nous sommes vraiment très reconnaissants de cette belle dédicace-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franck Pouligali est entamé au nom de toute la promotion. Je ne vais pas être long. J'ai une question à poser. Et c'est en rapport avec l'expérience de Ali ou les expériences de Ali. Et quelle influence ces expériences-là ont eu dans la nature de ce livre. Ali, tu as été formé à la base au département de philosophie de la faculté des sciences humaines
qui est le meilleur département de philosophie au monde. On est d'accord. C'est le meilleur département de philosophie au monde. Et dans ce département-là, il n'y avait pas, en tout cas, il n'existe pas de guerre de tranchées entre la philosophie analytique, la philosophie continentale et les autres traditions. Voilà l'expérience que tu as eue à la base de la première année au diplôme d'études approfondies avant que tu ne partes en France, où tu te retrouves dans un environnement où il y a une guerre de tranchées, une guerre terrible justement entre les analytiques, les continentaux, etc. La question que je pose, c'est laquelle de ces expériences-là a eu le plus d'influence dans ce livre-là. Quand je regarde la bibliographie, par exemple, il y a quelque chose de frappant. Même si les analytiques déconstruisent systématiquement les continentaux, il y a quand même une absence notoire des continentaux dans la bibliographie. Merci. Je voulais juste, avant de donner la parole à notre auteur pour quelques réponses, remercier notre collègue géographe de la FASTEF et lui raconter une petite anecdote pour parler de l'importance de la philosophie. J'étais allée pour quelques semaines aux États-Unis et il y avait une visite à Virginia Tech. Et donc ceux qui avaient organisé le voyage me disent, ça fait presque 15 jours qu'on est ensemble, tu n'as pas vu de philosophe, tu vas être content parce que dans cette université, il y a un dîner ce soir et tu seras à côté d'un philosophe. Donc, je me place à côté de quelqu'un avec lequel je parle de philo, je parle de Descartes, de Marx, autant que je me souvienne. Et j'étais persuadée que j'étais en présence d'un philosophe comme on me l'avait annoncé. Et au milieu du repas, il m'explique qu'il était un des meilleurs espoirs de l'université Virginia Tech en Chine et que ses professeurs lui avaient demandé d'aller suivre les cours de philosophie pendant un certain temps avant de revenir à ses recherches. Je crois que c'est important de le dire et de plaider encore une fois pour le décloisonnement des disciplines, que les gens réfléchissent ensemble, car comme on le dit, tout ce qui est vrai converge et il faut que l'on ait l'habitude de travailler ensemble, de parler ensemble, d'échanger sur nos recherches. Et nous avions organisé une rencontre sur penser le risque avec Feu Aminata Diaw Cissé, qui a également contribué à la construction du département de philosophie. Et nous nous sommes retrouvés avec des communications, Bado et témoins, avec des communications venant de toute l'université. Que ce soit la faculté de médecine, qui nous a dit penser le risque, nous on va l'écrire avec un A, nous allons penser P-A-N-S-E, le risque, en physique, les problèmes nucléaires, etc. Voilà. Donc vraiment, je crois qu'il faut que nous retrouvions cette convivialité des disciplines et que nous puissions travailler ensemble. Voilà. Adi, tu as la parole pour répondre aux questions. Merci. Merci. Il y a beaucoup de contributions qui montrent plus votre générosité, à vrai dire, qu'une quelconque qualité dont je disposerai. Et je vous en remercie de cette générosité-là. Il y a deux questions, les deux dernières questions. Vous n'avez pas dit votre nom et je pense que je ne vous connais pas. Donc je ne connais pas votre nom. Ndiaye. Daouda Ndiaye. Ok. Vos questions sont super intéressantes. Je pense que tout est illusion dans la vie. On peut lire ça de manière, en lisant Nietzsche. Si vous n'êtes pas étudiant en philo, je pense qu'une manière de regarder ça, c'est de lire Nietzsche. Donc la philosophie morale de Nietzsche a cette idée que même la moralité en fait est quelque chose qui relève d'une illusion, mais que on ne peut pas, la vérité est tellement insupportable
que parfois on a besoin d'illusions. Les illusions sont utiles à la vie. Donc ça, je pense que, en tout cas pour quelqu'un qui a votre tournure d'esprit, la philosophie de Nietzsche pourrait vous intéresser. Sur l'exception sénégalaise, je crois en l'exception sénégalaise, mais je crois que l'exception sénégalaise, c'est quelque chose que nous construisons tous les jours. Donc, ce que nous faisons ici, en ce moment, pour moi, c'est ça qui contribue à l'exception sénégalaise. Le fait que nous ayons des traditions de recherche, qu'il y ait eu des exemples, beaucoup de personnes m'ont dit, le professeur Meng est un de nos exemples. En fait, ça nous dit en fait que quelle que soit la corruption ambiante, quelle que soit les difficultés que nous avons, il y aura toujours des personnes qui vont rester debout et qui vont préserver en fait l'essentiel. Et ça, je pense que c'est notre responsabilité à tous. Nous avons de la chance que ça continue toujours. Il n'est pas dit que ça continuera, mais il n'est pas dit non plus que ça ne continuera pas. Donc c'est à nous, chaque génération, comme dit Fanon, doit dans une relative obscurité découvrir sa mission et l'accomplir ou la trahir. Donc chacun de nous doit se poser cette question-là tous les jours. Est-ce que nous faisons ce que nous devons faire ou bien est-ce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire? Pour moi, je me pose la question de l'influence de mes différentes pérégrinations sur ce livre. Effectivement, c'est un livre de logique et de philosophie analytique. Forcément, la bibliographie est logique et analytique. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, quelqu'un comme Leibniz, avec qui je commence le livre, est-ce que c'est un philosophe analytique ou pas? C'est une bonne question en fait. Hegel, je pense que tu es l'une des dernières personnes à lire ça. Je pense que faut arrêter de déconner. Mais les autres, Kant, etc., je pense qu'ils sont totalement respectables et qu'on peut les lire. Non, je pense que sérieusement, je suis heureux d'avoir été formé à Dakar. Et je dis souvent ça quand je suis à l'étranger. On ne se rend pas compte en fait de la chance que nous avons. Parce que c'est l'une des rares universités au monde où tu fais de la philo, et tu fais de la philo africaine, tu fais de la philo islamique, tu fais beaucoup de choses. On ne fait pas de philo chinoise, pas beaucoup de philo chinoise, mais pas beaucoup de philosophie asiatique en général, à part la philosophie en termes d'islam. Mais en fait, le département lui-même, l'étendue de ce qui est couvert dans le département, c'est assez remarquable et tu le remarques quand tu es à l'étranger, quand tu visites d'autres universités. Ça, c'est une chose. Quand j'étais au département, la qualité des enseignants qu'il y avait était quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'il y a un aspect conjoncturel dans ça, dans le fait que, à l'époque, vous n'êtes pas âgé, madame la actrice. Je suis un dinosaure. Si j'ai eu, je voulais taquiner Fanta. Si nous avons eu comme étudiants, les étudiants qui ont eu le bac au siècle dernier, leurs enseignants sont des dinosaures. Ouais. Disons que les caïmans de l'époque étaient très jeunes. Et étaient vraiment, genre, le professeur Suleiman Bachar-Diagne, le professeur Céline Patégué, etc. Nous sommes venus à un moment où je pense que c'était absolument exceptionnel. Et j'en parlais avec Camille Duzer, dont vous vous souvenez peut-être. Quand j'étais en France la dernière fois, j'ai vu Camille avec qui était une Française et qui a fait la première année jusqu'à la licence avec nous. Et elle me disait qu'au moment où on vivait ça, contrairement à nous, elle se rendait compte du caractère exceptionnel de ce qu'elle vivait. Moi, ça me paraissait normal. On avait peut-être les meilleurs profs au monde et on pensait que c'était normal. Tu vas ailleurs, tu te rends compte que bon, ça va, qu'il y a un ou deux profs, les autres, c'est pas grave. C'est pas la peine, pardon. Et en fait, tu t'en rends pas compte parce que tous tes profs sont très bons. Tu vas en France dans une bonne fac et tu te rends compte qu'ils ont tous les livres, mais que les profs, c'est pas ça. Et ça, en fait, moi, quand on en a parlé là, donc 20 ans plus tard, Camille me dit, moi, quand je vivais ça, j'étais conscient que c'était exceptionnel. Moi, pour moi, c'était juste normal. Et ça, je pense que c'est quelque chose
Et je ne sais pas, même si les gens, forcément c'est une communauté, les gens ont des querelles, etc. Au Sénégal, les gens ont la décence de ne pas, en tout cas les gens avaient la décence à l'époque, même s'il y avait des querelles, je ne sais pas, de ne pas le montrer à leurs étudiants. Et ça, je pense que c'est juste ne pas mettre ces étudiants dans des querelles qui ne les concernent pas. Chacun enseigne de son mieux. Ça, en fait, c'est quelque chose que notre génération, par exemple, doit préserver. Parce que c'est ça qui fait que moi, j'ai aucun problème, je fais de la philo, et j'ai aucun problème à travailler avec Mme Diop sur les savoirs endogènes, et à faire de la logique également, et à travailler sur la mécanique quantique. Pour moi, c'est normal, en tant que philosophe. Sur les réformes, je vais juste répondre à cette dernière question-là. Sur les réformes de la philo, je pense que les réformes, c'est ce que vous dites là, le risque qu'on élimine la philo parce que les collègues donnent de mauvaises notes. C'est un vrai risque. Et il faut que les collègues, il faut qu'on se ressaisisse collectivement sur notre manière de noter, mais aussi sur notre philosophie de la notation. Parce que nous ne pouvons pas décider que nous faisons une matière que personne ne peut comprendre et pour laquelle les gens ne peuvent pas avoir de moyens. Ça n'a pas de sens. Si nous sommes des enseignants, et si nous avons des élèves, et si à la fin de l'année, les élèves n'arrivent pas à avoir de bonnes notes, ça veut dire que nous ne sommes pas des enseignants, nous sommes de mauvais enseignants. C'est ce que ça veut dire pour moi. Et je me remets profondément en cause si les étudiants ne réussissent pas. Mon objectif à chaque fois, c'est d'avoir 100% à la phase F. Il peut arriver que des gens échouent, mais si les gens échouent, j'estime que c'est autant ma faute que la leur. En tout cas, je dois diagnostiquer ça et trouver le moyen de régler ça. Il n'est pas acceptable, je pense, que nous nous complaisions dans une situation où les gens peuvent donner des 1 à des élèves au bac et considérer qu'ils ont la conscience tranquille en tant que discipline. Après, que la discipline soit préservée ou pas, si par exemple nous faisons ça et que les gens éliminent la discipline, que ce soit une décision politique, nous sommes des fonctionnaires, nous l'acceptons. Mais en fait, ce n'est pas la question. La philosophie est quelque chose d'important pour le pays. Il faut que nous trouvions le moyen, en tant qu'enseignants, d'enseigner la philosophie de sorte que ce soit compris. Moi, c'est comme ça que je poserai la question. Des E renversés, pardon, des X et des Y. Si vous allez au-delà des E renversés, des X et des Y, j'ai essayé vraiment d'écrire le livre de manière très simple. Et si vous lisez simplement du début à la fin, je pense qu'à la fin, ça va être un peu difficile. Je pense vraiment qu'à la fin, pour ceux qui n'ont pas fait de logique, ça va être un peu difficile. Mais que j'estime que tout le monde ici est extrêmement beaucoup plus intelligent que moi. Je ne me trouve pas très intelligent. Je pense que beaucoup de personnes que je connais qui n'ont pas de formation mathématique sont plus intelligentes que moi et sont parfaitement capables de comprendre tout le livre. À la fin, il faut juste accrocher un peu, mais sinon ça va. Et pour la petite histoire, j'ai failli écrire un livre de 400 pages. Après, avec Parmesan, on a décidé qu'il valait mieux le faire en 2 tomes. Donc le livre, en fait, fait 400 pages, pour dire la vérité. On a décidé de le faire en 2 tomes, parce qu'à la fin, il fallait s'approcher, il fallait que les gens, une fois qu'ils arrivaient à Montaigu et au quantificateur généralisé, puissent souffler un peu et prendre fièrement un chocolat, un café, etc. et apprécier ce qu'ils ont fait. C'est vraiment comme ça que j'ai conçu le livre. Et après, ils pourront recommencer pour le livre suivant. Je vous remercie vraiment, Madame la Recteur, de votre présence. L'une des choses que je voulais, pour laquelle je vous voulais vous personnellement, c'est que dans ces temps troubles, je pense que voir une dame qui indéniablement inspire le respect est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'il faut défendre les droits des femmes et chacun doit. Il faut donc défendre les droits humains et chacun doit, quoi qu'il fasse, y penser. Et je ne pouvais pas concevoir
de présenter, de voir par exemple une de mes enseignantes qui est les plus compétentes, qui se trouve être logicienne, qui est une dame, et inviter quelqu'un. Je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez cité M. Mike, je ne le serais pas permis si vous ne l'aviez pas fait. J'aimerais vraiment le remercier également pour tout ce qu'il fait et dont nous sommes au courant de tout ce qu'il fait. J'aimerais vraiment le remercier pour ça et lui dire toute mon admiration pour vous deux. Le professeur Lee est parti, mais je le connais en fait. Il ne me connaît pas, mais je le connais. En fait, c'est ça les stars. C'est que je ne connais pas, mais moi je le connais. Mathiam, bien sûr. Je vous remercie vraiment tous de votre présence. Je remercie M. l'assesseur de son discours de mon cœur, et d'être allé jusqu'à ma ville natale pour permettre le fisc. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot pour lever la séance. C'est vraiment pour vous remercier encore une bonne fois et peut-être me permettre de terminer également par des prières. On l'a dit tout à l'heure, la vérité est malmenée. On voit que maintenant, lorsque l'on parle, ou lorsque l'on prétend penser, on n'a pas toujours le souci de dire vrai et de dire juste. Et il se trouve que l'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure, les réseaux sociaux, tout cela contribue à faire en sorte que l'on parle de plus en plus et qu'on se soucie de moins en moins de la vérité. Donc je voudrais, pour reprendre le terme de Austin, qui nous dit qu'une énonciation, elle est heureuse lorsqu'elle est ce qu'elle doit être. Lorsque vous vous mariez et qu'on vous demande si vous voulez vous marier, si vous dites autre chose que je le veux, cette énonciation, elle n'est pas heureuse, mais elle est malheureuse, parce qu'elle ne permet pas à l'action de se dérouler comme elle devrait se dérouler. Donc pour reprendre le terme de Austin, je voudrais dire que nous devons veiller à ne pas considérer nos énonciations comme heureuses lorsqu'elles arrachent un torrent de larmes à notre ennemi. Il nous faut revenir à l'éthique. Il nous faut revenir à la morale. Il nous faut revenir à la vérité, qui est le premier devoir d'un croyant. Le prophète, paix et salut sur lui, avant même la révélation, se distinguait par son souci du vrai et de la justice. Souci qui était reconnu d'abord par ses ennemis. Même ceux qui le prenaient pour un ennemi reconnaissaient que son souci, c'était le vrai, c'était l'équité, c'était le juste. Je voudrais donc, parce que les jeunes sont là avec nous, je voudrais vous dire que ce qui construit un être humain, c'est ce souci de la vérité. Et qu'il n'y a de pensée véritable, il n'y a de vie véritable que lorsque cette pensée, lorsque cette vie est enracinée profondément dans l'éthique et dans la justice. Que Dieu nous place sous sa protection, que Dieu nous place sous sa guidance et qu'il nous donne d'autres occasions comme celle-ci, de nous retrouver en famille. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Merci encore à tous.